parle de l'économie chinoise, du service de contre-espionnage canadien, de terrorisme et de la bibliothèque publique dans ce bulletin. Mon nom est Daniel Quimper, je suis le facilitateur du TomIsland.net. Vous me permettrez, avant d'entreprendre la lecture de ce bulletin, de vous rappeler toute l'importance d'une implication citoyenne dans les milieux immédiats. N'hésitez pas à contacter le groupe citoyen de votre localité ou de votre quartier ou à vous joindre à une organisation qui s'intéresse à des sujets qui vous sont chers. Sans plus attendre, voici donc votre bulletin du 31 juillet 2013. Nous sommes le 1er août 2013. Plusieurs analystes économiques et politiques ne jurent que par la Chine. Le géant chinois sera d'ici une dizaine ou tout au plus une vingtaine d'années le chef de file économique du gros caillou, mais aussi peut-être la plus importante force politique du monde. Le Parti communiste chinois gouverne avec sa propre interprétation de contrat social. Ne dites rien sur la démocratie, sur les droits humains et sur la justice et sur tout le charabia occidental. Laissez-nous gouverner comme nous jugeons devoir gouverner et comme récompense, nous vous livrerons une croissance économique imbattable de sorte que vous serez toutes et tous riches un jour. Acerbe vision de la Chine que celle que propose Tom Whipple dans son dernier billet sur Economonitor qui dit en substance qu'un gouvernement, économie programmée ou pas, la Chine a entrepris son 12e plan quinquennal défilé en mars 2011, ne peut soutenir une telle croissance économique en faisant fi de l'environnement sans en payer le prix. Le choix chinois risque d'être douloureux, selon ce spécialiste du point de bascule pétrolier, ou bien la Chine dit au revoir à la croissance économique, ou bien elle s'habitue à un air irrespirable. Tom Whipple ne se risque pas à se prononcer sur les effets qu'aura le problème chinois sur les prix du pétrole, mais juge tout de même que les ambitions économiques du gouvernement chinois seront refroidies et peut-être même étouffées devant la réalité d'un air irrespirable. De plus, entreprendre le nettoyage de l'air que respire la population chinoise, bien que technologiquement possible, coûterait une réelle fortune et prendrait des années d'efforts pour que des résultats tangibles puissent être enregistrés. Plus près de chez nous, la presse canadienne rapportait le 16 juillet dernier qu'une note de service de la Gendarmerie royale du Canada, un service de police fédéral peu présente au Québec et en Ontario, chacune de ces provinces ayant un service de police provincial, pointait dangereusement vers un affranchissement des règles réputées être en vigueur concernant l'utilisation de la torture pour obtenir des renseignements. La note de service obtenue en vertu de la loi sur l'accès à l'information date de novembre 2011, quelques semaines après le tristement célèbre jour d'infamie qui secoua le cœur de l'Amérique. Officiellement, la note de service cherche à établir une approche consistante entre les organismes et les différents services administratifs et gouvernementaux. En outre, le ministère de la Défense canadienne et le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada, le service de contre-espionnage canadien qui, bien sûr, n'espionne personne. Approche consistante et uniforme, donc, quant à l'utilisation d'informations qui pourraient avoir été obtenues suite à des interrogatoires où la torture a été employée. Les attentats du 11 septembre ont remis à l'ordre du jour intellectuel les débats sur la torture. À cette époque, celui qui allait devenir le chef du Parti libéral du Canada une dizaine d'années plus tard, M. Michael Ignatieff, s'était prononcé en faveur de la torture, une posture intellectuelle qui l'a suivie et qui continue de semer la controverse pour les uns et les débats pour les autres. En décembre 2012, sur Mode Vue du Large, un des blogs du réseau TomIsland.net, nous avions publié le titre « La torture, deuxième décennie 2000 » pour rendre compte sommairement des relents de ces débats réexcités par la menace terroriste, la remise à l'actualité des questions de sécurité nationale et les doutes entourant les conditions de détention des prisonniers à la prison de Guantanamo. Le scandale d'Abu Ghraib en Irak continue d'interloquer l'éthique militaire de nations réputées avoir des services militaires de premier ordre, capables de parvenir à leur fin sans commettre d'actes de barbarisme. Un mois plus tard, toujours sur l'espace web Mode Vue du Large, le TomIsland.net publiait le résultat d'une enquête d'opinion menée informellement auprès d'une centaine d'internautes. Placé devant l'assertion, même dans les cas très urgents et de proximité humaine, une démocratie libérale devrait interdire l'usage de la torture et de ses formes apparentées lors des interrogatoires de témoins ou de suspects, 79% des répondants et des répondantes s'étaient prononcés totalement ou plutôt en accord. Chez les femmes, seules 5 des 42 répondantes opinaient en faveur de la présence de la torture dans l'arsenal militaire des démocraties libérales, cependant que chez les hommes, près d'un répondant sur 4 voyait d'un bon œil le recours à la torture.
Parmi les éléments de l'analyse que nous fournissions alors, nous mentionnions que l'opinion nettement tranchée des femmes incite à penser que les hommes ont une plus forte inclinaison à concevoir des situations où la torture ne devrait pas faire partie de l'arsenal militaire d'une démocratie libérale, mais qu'elle peut constituer une forme de recours, fût-ce de dernier recours. Ou encore qu'ils, les répondants masculins, expriment cette réserve plus librement. Vous connaissez peut-être déjà l'émission Mouahaha sur Barricade TV qui accompagne la mise en ligne des séries B réglementaires, ces critiques de cinéma de genre publiées sur le blog du Myland. Mise en ligne il y a peu, l'émission Mouahaha sur le genre policier reprend quelques arguments de critique culturelle quant aux conséquences des attentats du 11 septembre 2001 sur les structures profondes des sociétés capitalistes avancées et sur la traduction de ces changements sur les structures dans le cinéma de genre policier. On écoute ensemble un extrait de cette émission et on revient ensuite pour le mot de la fin. What did you see? On voit clairement le bout donc, du fusil. On aura des nouvelles donc dès que la police de Montréal nous parlera, mais ce qui est arrivé est bel et bien arrivé. Oui, il s'est passé quand même beaucoup de choses inhabituelles au Québec depuis plusieurs mois. Le climat n'a pas toujours été particulièrement serein. Excusez-moi, Chantal, pendant qu'on voit l'homme, justement, qui est arrêté, escorté par 2 policiers de la ville de Montréal, donc avec une couverture. Encore plus que l'opposition entre ordre et désordres sociaux, la folie est le concept le plus pratique pour rendre dans son plus simple élément la dichotomie qui s'opère au niveau des structures profondes du genre policier. C'est simple. Un coup traduit dans le sociétal, le genre mise fort sur la prévisibilité des comportements en société et tout ce qui peut s'éloigner de cette prévisibilité entre sous le chapeau de la folie. Même s'ils changent la donne, les attentats du 11 septembre, eux aussi, ont parfois vitement été définis, vidés de leur sens pour ainsi dire, sous le chapeau de la folie. Pensez à des expressions comme « fou de Dieu » par exemple. Aussi, ces attentats n'ont-ils pas seulement traumatisé la psyché sociale de la nation américaine, supergéant de la culture populaire et de la culture de masse, mais également interloqué la critique culturelle. Vous savez à quel point la réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique est une entreprise précieuse pour le Myland.net? Eh bien, après le microsite et une section dédiée à Horizon 17 sur Barricade, un consultatif publié le 13 juillet dernier annonçait que des capsules aujourd'hui-demain seraient bientôt intégrées à certains de nos bulletins pour discuter, bien sûr, de l'avenir de la bibliothèque publique, mais également d'Horizon 17 et peut-être plus largement de renouveau institutionnel. Avec un peu de chance, ces capsules évolueront en émission complète et seront rapidement un nouveau support précieux pour accompagner la réflexion Horizon 17, temporaliser le présent et deviner pourquoi pas l'avenir. Sur ce, je vous remercie de votre intérêt. J'espère que vous avez trouvé ce bulletin satisfaisant. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à nous faire parvenir du matériel vidéo original. Barricade TV a besoin de vous pour s'ériger en véritable télé communautaire. Allez, à plus tard. Vous reconnaissez le vacarme, vous reconnaîtrez l'émission. Une autre veille et intérêt sur le point d'ouvrir sur Barricade, celle sur la culture numérique. Et pour l'occasion, une émission Prise 1 a été mise en élaboration. Prise 1, c'est une manière de découvrir les angles de contestation et d'être partie prenante dans des débats très actuels et de participer pleinement de la néocontemporanéité. Le prochain Prise 1 sera bientôt disponible sur Barricade TV, épistémologie numérique et le cas Google pour avoir déjà un pied sur la marche de départ de ce très beau, de ce très important débat d'idées.